Il est 8h33. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, notre invité, venu de Rennes, il a affronté les bouchons pour être à l'heure au micro de Bretagne 5. Il est avec nous donc en direct. Lucien Richard, secrétaire du Parti communiste français de Rennes Métropole. Il est donc avec nous en direct, je le remercie. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, Lucien Richard, on va parler dans un instant du Parti communiste français et de la candidature de Fabien Roussel à la présidence de la République, mais aux portes de l'Europe, il y a cette guerre en Ukraine qui, j'allais dire, forcément donne un aspect inédit à la campagne présidentielle. Est-ce que vous imaginez un jour, qu'une guerre se déclenche tout proche de nous, là, en Europe? Non, bien sûr, c'est unique pour ma génération, pour nos générations. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On s'imaginait que tout ça c'était derrière nous, avec les grands discours sur la paix grâce à l'Union européenne, grâce à l'ONU. Mais voilà, il y a des climats belliqueux depuis de nombreuses années, et malheureusement, sans pouvoir forcément s'attendre à une guerre, voilà, il y a eu des causes ces dernières années, des logiques de blocs qui se sont renforcées, qui ont fait que malheureusement, ça a pu amener à ce type de conflit. Après, là, actuellement, il faut surtout condamner l'acte de Poutine. Il est le seul responsable de la situation. Il a choisi le pire, il a choisi la guerre. Et la guerre, c'est toujours le pire. Quelles que soient les responsabilités de tel ou tel, on n'est pas là pour pointer les causes plutôt. Voilà, là, ce qui est important, c'est d'être totalement solidaire avec le peuple ukrainien et d'avoir une force unie en France, en Europe, pour isoler Vladimir Poutine et soutenir le peuple ukrainien. On voit ces images de réfugiés jetés sur les routes, cette image qui est terrible d'un petit garçon qu'on voyait en pleurs, hein, on l'a vu passer sur les réseaux, cette image. Je signale pour les auditeurs qui l'ont vu que le petit garçon était bien avec ses parents, il n'était pas tout seul, mais cette image qui a bouleversé beaucoup même les gens des médias qui ont été très touchés par cette image de la guerre finalement, de l'enfance poussée sur les routes. Vous disiez pouvoir isoler Vladimir Poutine. On voit que la diplomatie n'a pas marché finalement, et on a cette guerre terrible. Comment on peut l'isoler, Vladimir Poutine? Est-ce que ça suffit finalement, les mesures qui ont été mises en place par l'Europe, par exemple, les mesures de rétorsion? Pour l'instant, factuellement, on voit que ça ne suffit pas parce qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. La seule solution, de toute façon, sera politique. Elle sera politique, elle sera diplomatique. Il n'y aura aucune solution militaire à ce conflit. Donc il faut par tous les moyens renforcer encore les moyens à notre disposition pour isoler diplomatiquement Vladimir Poutine et pour le contraindre en continuant les voies qui sont prises actuellement, des sanctions économiques. Il faut les poursuivre et il faut les accentuer. On voit qu'ils commencent, voilà, on verra comment les effets prendront, mais l'ONU a déjà pris une résolution la semaine dernière à une quasi-unanimité contre l'action de Poutine en Ukraine. Donc il est déjà isolé au niveau international. Maintenant, il faut renforcer les sanctions économiques, parler d'une voix forte contre lui pour le forcer à s'asseoir à la table des négociations et d'abord un cessez-le-feu pour ensuite discuter et trouver des solutions diplomatiques. Alors on a vu Emmanuel Macron, le président de la République, très présent sur le terrain. La France est aussi présidente de l'Union européenne pour quelques mois encore. Est-ce que pour vous, le président de la République a fait le travail, a fait le job, comme on dit? Sur l'Ukraine spécifiquement? Sur l'Ukraine. Actuellement, je trouve qu'il est plutôt dans une bonne posture. J'ai été assez agréablement surpris d'entendre son discours qui était relativement pacifique. Néanmoins, j'attends de voir. Je pense que ce qui est important, c'est de garder cette ligne de paix, de diplomatie. J'espère que jamais nous n'entrerons dans un climat belliqueux, guerrier, va-t-en-guerre, comme on peut le voir de la part de beaucoup de forces politiques et de dirigeants politiques. Donc je pense que le plus important, c'est qu'ils continuent à donner des garanties que nous n'encouragerons en rien une escalade guerrière, parce que c'est ça le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est qu'il y ait une escalade où on ne sait pas où est-ce que ça va finir, parce qu'une guerre, on sait toujours comment la commencer, on ne sait pas comment la finir. Donc vis-à-vis de Macron, j'espère qu'il gardera des positions diplomatiques
pacifique et de sanctions économiques et qui ne soutiendra pas des projets de type défense de l'Union européenne, qui est un sujet beaucoup trop grave pour être abordé par le sentiment de l'émotion, là, en quelques semaines, au cours d'une guerre. Voilà, ça, il faut donner du temps pour la défense européenne, on en parle depuis de longues années. Il y a aussi l'enjeu du nucléaire, il y a des centrales nucléaires en Ukraine, une très connue, Tchernobyl, qui ne répond plus ce matin. On l'a entendu dans les informations tout à l'heure, cette centrale nucléaire qui est potentiellement dangereuse. Est-ce que c'est aussi de nature à vous inquiéter, ce risque ? Bien sûr. Bien sûr, donc je ne connais pas la situation, je suis pas ingénieur, je sais pas exactement quels sont les risques précis en fonction des bombardements, mais c'est évidemment quelque chose à craindre, que ce soit les centrales nucléaires ou n'importe quelle infrastructure, des barrages par exemple, n'importe quelle infrastructure de cette importante peut causer des dommages terribles. Mais de toute façon, les dommages actuellement, ils sont déjà provoqués dans la plupart des villes d'Ukraine. On voit avec les millions de réfugiés qu'il s'agit d'ailleurs d'accueillir le plus dignement possible, et la France doit prendre toute sa part là-dedans. Voilà, la France qui a d'ailleurs été très volontariste. Alors on a vu la Pologne déjà, voisin évidemment de l'Ukraine, accueillir un grand nombre de réfugiés, les pays limitrophes, et là on voit la France est très volontariste. Il y a déjà aussi une enquête qui est mise en place avec différents ministères pour appeler à la solidarité, pour appeler les Français à la solidarité, et on voit que ça fonctionne. Alors il s'élève des voix quand même pour dire voilà, on accueille très vite les réfugiés ukrainiens, et on a peut-être été un peu plus timoré sur les réfugiés syriens. Est-ce que là aussi il y a des bons et des mauvais réfugiés ? Non, et justement je pense que c'est très important de le dire. On sera d'autant plus crédible en tant que France, la voix internationale de la France sera d'autant plus crédible qu'elle dira le droit et la justice internationale, qu'elle le fera respecter partout et selon toutes les situations, et que justement elle ne triera pas en fonction des États, en fonction des peuples, en fonction des couleurs de peau. Donc ça, c'est fondamental. Il faut avoir une solidarité la plus forte avec le peuple ukrainien, accueillir tous les réfugiés qui souhaitent trouver refuge en France, mais évidemment, il ne faut pas s'arrêter au peuple ukrainien, que ce soit le peuple ukrainien, que ce soit les Syriens, les Yéménites, n'importe quel peuple, n'importe quelle population qui cherche refuge contre la guerre. La France doit ouvrir ses portes pour eux. Et nous prenons notre part, notamment au Parti communiste français à Rennes. Nous avons participé à la collecte de dons pour l'Ukraine. Nous sommes allés donner ça à des associations ukrainiennes à Rennes. Mais bien sûr, il ne faut pas trier. Et on voit d'ailleurs que l'Europe forteresse de l'extrême droite, des droites, et que Macron a continué à encourager durant son quinquennat, est totalement illusoire. Déjà totalement inhumaine, bien sûr, et en plus totalement illusoire. Parce que faut pas oublier que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est en Europe, mais c'est pas l'Union européenne. Ça nous fait aussi nous rappeler la différence. Elle demande d'ailleurs à y rentrer. Bien sûr. Mais de la même manière, je pense que ce ne sont pas des sujets à prendre en urgence du fait du contexte actuel. Et donc, oui, en effet, ne jamais trier les réfugiés en fonction de la couleur de peau et de l'origine. La France est un pays universaliste, fraternel, qui a cette histoire et qui doit, même si ces dernières années, elle l'a trop peu fait, voilà, il faut être totalement solidaire et fraternel avec tous les peuples du monde, quelles que soient leurs origines. Alors ça va nous ramener à la présidentielle, forcément, cette guerre, et aussi à la préoccupation des Français. On dit que les Français sont moins préoccupés par la présidentielle, sont plus préoccupés aujourd'hui par leur pouvoir d'achat, par les difficultés engendrées aussi par cette guerre. Là encore, en Ukraine, on parle d'une augmentation exponentielle des prix des carburants, entre autres. On le voit aujourd'hui à la pompe, hein, c'est assez flagrant. L'énergie également, donc des difficultés sociales à venir. Est-ce que vous suivez ça de près? J'imagine que oui, au Parti communiste. Bien sûr, parce que de toute façon, même avant l'épisode tragique de l'Ukraine, le pouvoir d'achat était notre cœur de campagne avec Fabien Roussel depuis plusieurs mois, la question du pouvoir d'achat, parce que voilà, ça fait du bien d'avoir un candidat avec Fabien Roussel qui parle de la vie concrète des gens, des conditions de vie concrètes des gens, des factures de gaz et d'électricité, du prix de l'essence, du prix des denrées alimentaires. Donc nous, ça a toujours été fondamental. Et en effet, il faut s'inquiéter de la hausse des prix actuelle qui s'accentue du fait de la crise en Ukraine, mais il ne faut pas oublier que les prix augmentaient déjà avant. Oui, donc attention à ne pas tomber non plus dans la facilité de dire que c'est à cause de la Russie et de Poutine uniquement que les prix augmentent. Nous étions déjà dans une phase d'inflation qui touchait très durement le portefeuille des Français. Là, c'est
pas seulement juste, mais c'est une accentuation, mais les causes restent les mêmes. Les causes, c'est les profiteurs, les grands groupes capitalistes. Prenons le prix de l'essence, Total continue de faire des dizaines de milliards de bénéfices. Nous demandons à ce que les prochains bénéfices de Total, on s'assure qu'ils permettent de baisser le prix du carburant. De la même manière, il faut que l'État baisse la TVA au minimum sur le prix du carburant. Et il faut faire la même chose pour le gaz, pour l'électricité, parce que le pouvoir d'achat des Français actuellement, on ne va pas tenir comme ça encore très longtemps. C'est pas possible. Alors il y a une précarité qui s'installe, une anxiété aussi, il faut bien le dire. Et il y a, alors je reçois beaucoup de jeunes en politique, et vous en faites partie, Lucien Richard. Il y a aussi une inquiétude de la jeune génération sur comment se loger, comment étudier. On voit beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui n'arrivent pas à manger. Est-ce que c'est digne d'un pays comme la France ? Non, beaucoup de gens disent qu'on peut caractériser l'état d'un pays en voyant comment il traite sa jeunesse. On peut voir que sous le dernier quinquennat de Macron, l'état du pays, dans ce cas-là, n'était pas très beau à voir, malheureusement, sur cette question. Avec Fabien Roussel, nous revendiquons une campagne positive, une campagne des jours heureux, une campagne du droit au bonheur. Et évidemment, la jeunesse, c'est notre première priorité. Parce que la jeunesse, le problème qu'on voit avec les gouvernements successifs, c'est qu'ils prennent toujours le prisme de la jeunesse comme un problème. La jeunesse est un problème, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va la mettre au travail, comment on va la faire étudier, comment, oh non, ils sont dans une file d'attente pour les denrées alimentaires, c'est un problème. Nous disons que la jeunesse est une solution. Il y a des très grands défis qui nous attendent, on le voit malheureusement avec les défis internationaux, les défis climatiques, les défis sociaux, des grands défis nous attendent. Nous avons besoin d'une jeunesse qui a un avenir, qui soit la mieux formée possible, dans de bonnes conditions. Donc maintenant, il faut redonner de grandes perspectives de formation et d'emploi pour la jeunesse. C'est pour ça que nous déployons de nombreuses mesures envers la jeunesse étudiante sous toutes ses formes. Excusez-moi. Allez, je vous en prie. Il faut s'éclaircir la voix, on est en direct. Absolument, merci. L'autonomie, tout d'abord, des jeunes et des étudiants. Pour ça, nous proposons un revenu étudiant à 850 € minimum par mois. C'est un socle minimum, universel pour tous les étudiants, et après qui serait modulable à la hausse, bien sûr, en fonction du lieu d'études par rapport au domicile, du prix du loyer, si l'étudiant en question a un logement Crous ou pas, en fonction du revenu des parents éventuellement. Voilà. Un socle minimum qui garantit l'autonomie financière des étudiants. Ensuite, évidemment, en termes de logement étudiant, les attentes envers les logements Crous n'ont pas du tout été à la hauteur pendant ce quinquennat, et nous voulons un plan de construction majeur du Crous sur tout le territoire, un plan de construction aussi de nouvelles universités, un plan de recrutement d'enseignants-chercheurs pour accueillir les nouveaux étudiants qui continuent à arriver, et surtout ne pas oublier les filières professionnels qui sont trop souvent oubliés dans le débat. Nous, on veut vraiment redonner leur lettre de noblesse à toutes les filières professionnelles, parce qu'il ne faut plus que ce soit un choix par défaut. On a besoin de tellement de talents, on a besoin de tellement de qualifications face aux défis qui nous attendent, que la filière professionnelle doit être reconnue à son maximum. Voilà, donc nous proposons d'augmenter le nombre de filières, d'assurer qu'il y ait un CAP dans chaque filière, et nous proposons, ça avait déjà été en débat il y a quelques années, nous proposons vraiment la possibilité aux étudiants de passer le bac professionnel en 4 ans au lieu de 3 pour assurer la réussite de toutes et tous. Voilà, donc la jeunesse est le socle finalement de ce qui fera la société de demain. Il y a aussi à l'autre bout, j'allais dire de la société, les anciens. On a beaucoup parlé des EHPAD il y a quelques jours avec ces scandales autour des profits de certains EHPAD. Est-ce que là aussi il faut avoir un véritable plan autour des anciens, autour des aînés ? Bien sûr. Les jours heureux, le droit au bonheur qu'on revendique dans la campagne de Fabien Roussel, c'est pas seulement pour la jeunesse, c'est aussi pour nos aînés. Et on sait que ça également, ce sujet est un défi d'avenir très grand, parce que la moyenne d'âge et la population de retraités va continuer à augmenter du fait de la courbe de la population. On vit plus longtemps. Et en plus, on vit plus longtemps. Mais on vit de moins en moins longtemps en bonne santé. C'est le problème de ces dernières années. Et ça marque, ça donne l'exemple de l'échec des derniers gouvernements et de la violence sociale des derniers gouvernements. Actuellement, on vit de moins en moins longtemps en bonne santé. Par exemple, un ouvrier sur 4
meurt avant l'âge de la retraite, avant d'être retraite. Un ouvrier sur 4. Donc voilà, nous avons énormément de mesures. Nous proposons évidemment le rétablissement de la retraite à 60 ans, l'augmentation des pensions de retraite, aucune retraite sous 1200 € net, fondamentale. Aucun de nos aînés doit être en état de pauvreté. La suppression de cette CSG totalement injuste qui pèse sur nos aînés. Vous parliez des EHPAD, je parlais du droit à l'autonomie pour les jeunes, ça va évidemment également avec l'autonomie de nos aînés, c'est fondamental. Donc que ce soit un sentiment d'autonomie et d'épanouissement dans les EHPAD, on propose de créer en 5 ans 300 000 postes en EHPAD, c'est un très gros investissement mais qui sera nécessaire au vu de l'évolution de la population, de rendre tous les EHPAD publics, parce qu'il y a bien quelque chose qui est scandaleux. On parle souvent de profit, des profiteurs, des spéculateurs, des financiers, mais une des choses qui est la plus scandaleuse, c'est imaginer faire du fric sur nos aînés, sur nos parents, sur nos grands-parents. Ça, c'est plus possible. Et donc, souvent sur les enfants aussi qui participent. Bien sûr, ça pèse sur les familles. Donc, un maillage d'EHPAD, de résidences publiques bien plus étoffé, avec un recrutement de 300 000 personnels d'EHPAD. Le but, c'est d'arriver petit à petit à un résident, un soignant, au bout de 5 ans pour un vrai accompagnement. Et pour ce qui est de l'autonomie à domicile, un grand plan de recrutement de 100 000 aides à domicile. Et évidemment, pour tous ces personnels, une meilleure rémunération, des titularisations et une formation comme il se doit pour bien s'occuper de nos aînés. Alors, en effet, on voit aujourd'hui que les personnels qui travaillent dans la santé, dans le social, sont plutôt maltraités au niveau salaire. Beaucoup jettent l'éponge. Et puis, il y a eu la crise du Covid qui est passée par là et qui est encore là. Hein. Il ne faut pas, croire que c'est terminé. Donc, on a le sentiment que beaucoup ont jeté l'éponge parce que socialement, physiquement, personnellement, c'était plus possible. C'était plus tenable. Et donc aujourd'hui, vous proposez de revaloriser non seulement les salaires, mais en plus d'avoir une reconnaissance de ces personnels, qu'ils soient mieux traités dans la société et aussi par leurs employeurs. Bien sûr. Mieux traiter le personnel, c'est avant tout une question de conditions de vie et de travail. C'était très bien d'applaudir les personnels soignants pendant ces 2 ans, mais voilà, au bout d'un moment, entre nous, ça leur fait une belle jambe. Donc la question, c'est pour l'hôpital public, la santé va au-delà de l'hôpital public, mais spécifiquement, vous parlez de l'hôpital public pendant la pandémie, il faut redonner, pour utiliser cette expression, c'est l'aide de noblesse également à l'hôpital public. Nous proposons la création de 100 000 postes en plus, divers et variés, infirmiers, aides-soignants, dans l'hôpital public, et de titulariser tout le monde qui travaille à l'hôpital public, afin qu'ils fassent tous partie de la fonction publique hospitalière, pour avoir un statut où on n'a pas à craindre ce qui va nous arriver plus tard, où on peut exercer son métier dans de bonnes conditions en étant rassuré, et ce qui permet aussi, en titularisant tout ce personnel, de jouer beaucoup plus facilement sur les rémunérations grâce au point d'indice. Parce qu'une de nos grandes mesures pour les fonctions publiques, territoriales, État et hospitalières, c'est d'augmenter leur rémunération de 30%, pour enfin rattraper ce gel du point d'indice qui est bloqué depuis beaucoup trop d'années. Donc rémunération et conditions de travail. Et évidemment, il faut restructurer toutes les équipes. Déjà, en recrutant 100 000 personnels en plus, ça permettra de répartir un peu plus la charge de travail et restructurer les équipes. Le problème, c'est que l'hôpital actuellement est géré comme une entreprise. On sait très bien qu'il y a des directeurs d'hôpital, des administrateurs d'hôpital qui passent du privé au public. Je sais très bien que, par exemple, un hôpital psychiatrique, je ne sais plus où, une amie m'en avait parlé, une des administratrices avait été directrice à Disney France, et puis est passée directrice d'un hôpital après. Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas gérer ces choses-là de la même manière. On ne peut pas gérer de manière comptable la santé des gens, et le bien-être et les bonnes conditions de travail des soignants. Donc ça, c'est plus possible. Donc il faut un plan massif d'investissement et d'accompagnement. On ne ferme plus de lits, on réouvre des lits ? Bien sûr. Ça, 17 000 lits fermés pendant la pandémie par le gouvernement Macron. Depuis 2 ans, il y a encore des lits d'hôpitaux qui continuent à être fermés. Ça en devient même absurde. C'est plus possible. Donc oui, il faut réouvrir des hôpitaux, des lits d'hôpitaux, arrêter la privatisation de l'hôpital public. Et au-delà de l'hôpital public en tant que tel, c'est reconstruire un maillage de santé sur tout le territoire. Parce que l'hôpital, c'est
évidemment en dernier recours, mais la santé, c'est tout un maillage, une structuration qui va du médecin de proximité jusqu'à l'hôpital. Voilà, donc on manque de médecins, de spécialistes, alors, dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Allez, on va prendre l'exemple de Saint-Brieuc, tout près, on a des difficultés à trouver des médecins à Saint-Brieuc. Bien sûr, j'allais prendre l'exemple, nous, en Ille-et-Vilaine, à Fougères, par exemple, où il y a une pénurie de médecins de proximité depuis très longtemps. Donc ça également, les déserts médicaux, ça fait des années que tout le monde en parle et que personne ne fait rien. Nous, ce que nous proposons concrètement, c'est de vraiment en finir avec le numerus clausus. Et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un nouveau médecin veuille s'installer, qu'il ne puisse en zone dense, là où il y a déjà beaucoup trop de médecins, qu'il ne puisse le faire que si un de ces médecins part à la retraite et quitte le territoire, pour encourager les médecins et les jeunes médecins à s'installer dans les territoires où il y a moins de médecins. Ça suffira pas, il faut aussi plus de médecins. Donc c'est pour ça que nous proposons d'ouvrir beaucoup plus de postes en médecine et au concours de médecine. Actuellement, c'est à peu près 8 000 étudiants. Nous proposons de passer directement à 12 000, voire à 15 000 en cours de mandat. Donc ça permettra de faire un plus grand maillage. Au-delà des personnels, il faut aussi construire des centres de santé, des maternités, ne pas avoir qu'une seule de ces structures à chaque fois par toutes les 100 km. C'est pas possible. D'ailleurs, la formation des médecins est posée aujourd'hui, parce que c'est long de former un médecin à plus de 9 ans. Donc voilà, faut aussi travailler sur ce volet-là. Allez, il nous reste encore quelques minutes, Lucien Richard. Je vous disais, on n'aurait pas balayé tout le programme de Fabien Roussel d'un coup d'un seul, mais vous reviendrez évidemment au micro de la matinale. Il y a aussi, vous parliez des services publics, les services publics dans les territoires ruraux, dans les campagnes, on les voit disparaître peu à peu. La poste, c'est souvent le point de départ et de rencontre pour tout le monde, et puis la poste disparaît, le village se meurt. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faut là aussi maintenir, ou en tout cas maintenir ce que l'on peut maintenir comme service public dans les territoires ruraux, dans les bassins de vie, aussi petits soient-ils? Bien sûr, il ne faut pas seulement les maintenir, il faut tout redévelopper, ce mariage de services publics. On parlait de la santé, c'est un point de ce maillage. Actuellement, les territoires ruraux sont complètement oubliés, la métropolisation est galopante, donc voilà, les élus des métropoles font ce qu'ils peuvent par rapport aux habitants, mais à l'échelle, le fait d'avoir une libéralisation économique totalement non contrôlée fait que naturellement les richesses sortent des territoires ruraux et il n'y a plus d'emploi dans ces territoires. Donc il faut un grand plan de services publics pour refaire un grand maillage territorial des services publics, ce qui permettra aussi d'encourager des populations à s'installer et donc ensuite des entreprises, des activités économiques à s'installer. Que ce soit la poste, que ce soit les médecins, que ce soit des réseaux de transport, parce que pour pouvoir habiter en périurbain et en rural, il faut des transports. Pourquoi, depuis tant d'années, il y a autant de petites lignes de train qui ont été fermées ? Voilà, c'est aussi un enjeu écologique, en même temps que social. On allait y venir, alors justement, mais vous m'avez un petit peu devancé. Allez, il nous reste 2 petites minutes. Le transport aujourd'hui, c'est aussi la clé du problème. On le voit aussi sur les coûts des transports avec l'augmentation de l'essence. Ça nous ramène au début de notre propos, mais aujourd'hui, il faut aussi mailler les territoires, j'allais dire technologiquement, et en termes de mobilité, technologiquement avec la fibre, et en termes de mobilité avec les petites lignes. Aujourd'hui, en Bretagne, il y a beaucoup de mouvements qui se font pour la réouverture des petites lignes. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs je salue le travail qu'a fait le sénateur communiste des Côtes-d'Armor, Gérard Lahellec, quand il était élu régional, sur la question des transports pour tenir tête autant qu'il le pouvait avec ses faibles moyens à la région contre la libéralisation des transports et du train en Bretagne. Donc c'est cette voie qu'il faut prendre, déjà s'opposer à ces libéralisations et puis d'un point de vue positif, refaire un grand investissement du transport public, du transport ferroviaire. C'est complètement fou de voir autant de camions sur les routes actuellement pour le transport. Quand on connaît la nécessité, l'urgence écologique actuelle et les besoins des populations. Donc il faut refaire un maillage général et investir dans la SNCF, déjà faire redevenir totalement public sous contrôle démocratique du peuple et de l'État, et investir beaucoup d'argent dedans pour baisser les prix et permettre à tout le monde de pouvoir voyager en train sans forcément utiliser sa voiture pour ceux dont c'est possible. Mais
énormément de personnes sont obligées de prendre la voiture, donc il ne faut rien lâcher en termes de baisse de taxes sur l'essence et de contraintes envers les grands groupes comme Total pour les contraindre à baisser le prix de l'essence. Alors, il nous reste une poignée de secondes. J'aurais voulu vous entendre, on parlait de service public. On a entendu Emmanuel Macron dire, voilà, moi je veux supprimer la redevance et à la fois pérenniser le service public de la télévision, de la radio. D'autres candidats ont été plus radicaux, un peu plus à l'extrême droite, en disant, on privatise des chaînes du service public, on supprime là aussi la redevance. Fausse bonne idée ? Il y a un gros problème actuel depuis tant d'années dont on parle assez peu sur les médias, l'audiovisuel et la télévision, c'est que les principales chaînes médiatiques et de télévision et de radio sont détenues par une toute petite poignée de milliardaires français. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant mieux saluer les petites radios indépendantes comme Bretagne 5 ici et d'autres. Il faut s'attaquer à cette appartenance capitaliste et de quelques industriels milliardaires qui détiennent une toute petite partie des médias. Donc je pense qu'il y a un gros travail public, national, démocratique, un grand débat à avoir sur cette question de l'information et de quelle information on donne aux gens de manière publique pour pas que ça serve les intérêts de quelques milliardaires. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter, car il est presque 9h sur Bretagne 5. On a un petit peu dépassé le temps imparti, mais voilà, il fallait parler de toutes ces problématiques et de ce programme du Parti communiste. On prolongera évidemment ces rendez-vous avec les différents représentants des partis politiques et des candidats à la présidentielle, et vous en faisiez partie, et vous en faites partie. Lucien Richard, je rappelle que vous êtes secrétaire du Parti communiste français de Rennes Métropole. Vous êtes venu, alors en voiture pour le coup, jusqu'au studio de Bretagne 5. Je vous en remercie. Et puis la parole est libre. Bretagne 5 est une radio libre et indépendante. Il fallait le dire. Belle journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.